أعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Il s'appelle Roger Salem, c'est le nouveau patron des forces de sécurité intérieure par intérim. La passation de pouvoir a eu lieu il y a quelques minutes au quartier général des FSI à Beyrouth. Bchara appelle tous les responsables libanais à coopérer avec le président de la République Michel Sleiman. Dans son message de Pâques, le chef de l'église maronite appelle aussi à la formation d'un gouvernement efficace et à l'élection d'un parlement actif. Les Palestiniens commémorent aujourd'hui la journée de la terre. C'était le 30 mars 1976 quand ils furent une nouvelle fois chassés de leur terre. Des manifestations émaillées de violence se sont déroulées dans plusieurs localités arabes israéliennes. Et à suivre également dans ce journal, pour la deuxième année consécutive, la mission Jeanne d'Arc de la Marine nationale fait escale à Beyrouth, l'occasion d'organiser un exercice de défense bilatéral entre les forces armées libanaises et françaises. Il s'appelle Roger Salem, c'est le nouveau patron des forces de sécurité intérieure par intérim. La passation de pouvoir a eu lieu il y a quelques minutes au quartier général des FSI à Beyrouth. Dans un discours, le général Roger Salem a salué l'action de son prédécesseur au cours de son mandat en soulignant sa rigueur et son engagement. Il s'est aussi dit déterminé à œuvrer en faveur de la sécurité de tous les Libanais. Le général Ashraf Rifi, qui a atteint l'âge de la retraite, avait pris ses fonctions en 2005 après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Le patriarche maronite Bchara a appelé tous les responsables libanais à coopérer avec le président de la République Michel Sleiman et à dialoguer afin de résoudre les problèmes du Liban. Dans son message de Pâques, le chef de l'église maronite a exhorté les responsables politiques à sauver le pays de la division et des problèmes économiques, mais aussi à œuvrer à la formation d'un gouvernement efficace et à l'élection d'un parlement actif. Pour le prélat, le vide gouvernemental est inacceptable. Raï a également estimé que les Libanais n'accepteront pas des politiciens qui œuvrent pour leurs intérêts personnels et qui paralysent les institutions de l'État. La paix et la justice devraient être une priorité pour les responsables du pays. Fin de citation. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, a annoncé ce samedi qu'il va proposer au gouvernement, après les fêtes de Pâques, un report technique des élections législatives. Charbel a estimé que les dirigeants libanais devaient s'accorder sur une nouvelle loi électorale avant de fixer la date du scrutin et ensuite former un nouveau gouvernement. Selon le ministre sortant de l'Intérieur, si un nouveau projet de loi électorale est adopté avant le 20 juin, date de la fin du mandat du Parlement actuel, le gouvernement du Premier ministre sortant, Najib Mikati, pourrait superviser l'organisation des élections législatives. Le président de la République, Michel Sleiman, a reçu ce matin en audience le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora. L'occasion pour les deux hommes de faire un tour d'horizon des derniers développements au Liban, à une semaine du début des consultations parlementaires en vue de la désignation d'un nouveau Premier ministre. La présidence de la République a indiqué hier que ces consultations se dérouleront les vendredis 5 et samedi 6 avril prochains. Un imam pro-régime d'une mosquée d'Alep, la plus grande ville du nord de la Syrie, a été assassiné par des rebelles qui ont donc par la suite traîné son corps à terre. Et c'est ce que rapporte ce samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le cheikh Hassan Saifeddin, connu pour ses positions pro-régime, a été tué dans la nuit de vendredi à samedi. La chaîne officielle syrienne d'information en continu, Al-Ikhbariya, a rapporté que le cheikh avait été égorgé, citant les autorités religieuses à Alep. Les oulémas d'Alep dénoncent un crime ignoble commis par les ennemis de l'humanité à Cher Maksoud, un secteur à majorité kurde. De violents combats entre pro et anti-régime ont éclaté au cours des dernières 24 heures dans l'est de ce secteur habité par des sunnites non kurdes. Allez, rester des nôtres au retour de la pause, c'est le premier vol entre le Caire et Téhéran depuis plus de 30 ans. Au retour sur le plateau de l'info, je vous le disais en titre, les Palestiniens commémorent aujourd'hui la journée de la terre. C'était le 30 mars 1976, quand ils furent une nouvelle fois chassés de leur terre. Ils s'y sont opposés avec leurs moyens, c'est-à-dire les mains nues.
C'est cette bataille qui est commémorée donc aujourd'hui, une bataille qui avait fait 6 morts. Des manifestations sont prévues dans plusieurs localités arabes israéliennes. Des heurts ont éclaté dans plusieurs localités entre des Palestiniens et des forces israéliennes qui ont riposté pour disperser les émeutes. Le premier vol direct entre l'Égypte et l'Iran a décollé ce samedi de l'aéroport international du Caire après plus de 30 années d'interruption. Les deux pays avaient rompu leurs relations après la révolution islamique de 1979. L'Égypte et l'Iran ont donné des premiers signes d'une volonté de rapprochement depuis la chute d'Hosni Moubarak. On se souvient notamment de la visite de Mahmoud Ahmadinejad au Caire début février à l'occasion d'un sommet des pays islamiques. C'est le premier président iranien à se rendre en Égypte depuis la révolution islamique. Allez, retour en images à présent sur la cérémonie pascale au Colisée de Rome. C'était hier soir. Le pape François a présidé son premier chemin de croix, priant avec des milliers de fidèles contre les conflits qui sévissent en Orient, mais aussi contre l'avortement et l'euthanasie. Il a rappelé le voyage au Liban de son prédécesseur Benoît XVI et rendu hommage aux musulmans. Un chant des chrétiens maronites accompagnait la cérémonie. Pouvoir danser et faire la fête dans les discothèques pendant le long week-end de Pâques, c'est ce qu'aimeraient faire certains en Allemagne, où des municipalités obligent les boîtes de nuit à fermer leurs portes pendant cette période. L'interdiction agace les jeunes, notamment ceux du Parti des Pirates. Les restrictions sont plus limitées à certains endroits, notamment à Berlin et à Hambourg. Il faudra donc se rendre de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, où les discothèques, vous le voyez, enchaînent les soirées jusqu'au lundi de Pâques, avec le traditionnel bal en blanc. Et chaque année, plus de 15 000 personnes partagent cette expérience qui se déroule au Palais des Congrès dans la nuit du dimanche à lundi. Depuis maintenant près de 20 ans, les plus grands DJ se retrouvent au bal en blanc pour faire danser la foule vêtue de blanc. Cette année, au line-up, David Guetta, Calvin Harris, Armin van Buuren, Ferry Corsten et d'autres DJ locaux. L'événement, c'est 14 heures de danse non-stop. C'est l'une des plus grandes manifestations consacrées à la musique électronique en Amérique du Nord. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le soulagement est revenu en Afrique du Sud. Les nouvelles de la santé de Nelson Mandela sont de plus en plus rassurantes. Son ex-femme Winnie se veut rassurante. Dada va bien. Il réagit très bien au traitement. Mercredi soir, Nelson Mandela a été hospitalisé pour une infection pulmonaire pour la 3e fois en 4 mois. Après 27 ans en prison pour avoir lutté contre l'apartheid, Mandela est devenu le premier président noir de son pays. À 94 ans, le prix Nobel de la paix vit désormais loin de la politique. 2 accidents particulièrement meurtriers en Chine. Le premier, c'est au Tibet. Un important glissement de terrain a arraché tout un pan de montagne dans la zone d'exploitation d'une mine d'or. 83 personnes auraient perdu la vie. L'autre accident s'est produit dans une mine de charbon du nord-est du pays. Un coup de grisou qui a fait 28 morts. 13 mineurs ont pu être secourus. Pyongyang annonce entrer en état de guerre. Toutes les questions entre le Nord et le Sud seront réglées sur cette base, selon un communiqué du régime. Depuis début mars, la Corée du Nord multiplie les intimidations contre Séoul et Washington, s'estimant menacée par les manœuvres militaires menées conjointement par les 2 alliés en Corée du Sud. Pour la 2e année consécutive, la mission Jeanne d'Arc de la Marine nationale française fait escale à Beyrouth avec à son bord 133 officiers élèves de l'école navale. Objectif, partir loin, longtemps et en équipage lors de ce déploiement de 5 mois. Et l'occasion de mener l'exercice Cèdre Bleu avec l'armée libanaise, signe de l'attachement de la France à la coopération de défense avec le Liban. Un reportage signé Noural. 2 bâtiments militaires, le porte-hélicoptère Tonnerre et son bouclier le Georges Lake, frégate anti-sous-marine. Ensemble, ils composent le groupe amphibie de la mission Jeanne d'Arc. À bord, 133 élèves de l'école navale, dont 18 étrangers. Leur objectif, passer 5 mois en mer en immersion totale pour devenir officier de la Marine nationale de demain. Parmi eux, Emmanuel, qui achève sa 3e année à l'école navale. C'est l'accomplissement de 3 ans d'école, donc c'est vraiment la découverte pratique de la fonction d'officier. Et donc, puis c'est le déploiement opérationnel, donc c'est l'intérêt de cette mission.
Une mission de longue durée, c'est une première pour Emmanuel. C'est la première fois qu'on part, pour ma part que je pars si longtemps, mais je suis préparée et puis nous réussissons à garder contact tout de même avec nos familles. Et puis non, ça se passe bien, c'est vraiment, comme je vous dis, un accomplissement, un aboutissement au bout de cette formation. Pour Raphaël, qui veut devenir commando, la marine était un choix évident. J'aime beaucoup la faire parce que j'avais besoin d'un peu d'action, parce que il y a pas mal de facettes qui me correspondaient pas mal. J'ai besoin d'aventure. Parce que nous on est vraiment intégrés dans un... Ce qui est génial, c'est qu'on est intégrés dans toutes les facettes opérationnelles du bâtiment. Donc lui il va faire beaucoup d'amphibies, donc pas mal d'interalliés, pas mal d'interarmées. Il y a pas mal de personnel de l'armée de terre à bord. On fait pas mal de diplomatie navale, on va faire de l'opérationnel, par exemple avec la mission Atalante, la mission anti-piraterie. Là on était dans Active and Nebula. Et toutes ces facettes là du coup nous on va les côtoyer pendant ces 6 mois et c'est ça qui est très intéressant avec ce type de bâtiment comme le Tonnerre. Une mise en condition opérationnelle assurée par les cadres inspecteurs. Leur rôle est de compléter la formation pratique des officiers élèves à bord. On a des élèves qui sortent de 2 ans et demi de formation à l'école navale où ils ont reçu tout un volet scientifique, donc d'ingénieurs purs. Et ce qu'on leur apprend maintenant qu'ils sont sur ce déploiement, donc en mission sur le Tonnerre, c'est l'aspect pratique de leur futur métier de chef de service et d'ingénieur de car machine. Donc ce qu'on leur montre, c'est vraiment le volet pratique et la concrétisation de tout ce qu'ils auront pu apprendre en théorie à l'école navale précédemment. Tout au long de leur embarquement, les officiers élèves vont être placés dans des situations réelles pour une véritable intégration aux côtés des 180 membres d'équipage du Tonnerre et des 200 militaires de l'armée de terre. Chaque fois que nous faisons un entraînement interarmé, eh bien, nous pratiquons des savoir-faire, élémentaires ou supérieurs, et du coup, c'est un des objectifs de cette mission, c'est de se préparer, parce qu'à n'importe quel moment, effectivement, le président de la République, qui est le chef des armées, peut nous ordonner une mission. Comme tout bateau qui part en mer, on sait quand on part, on ne sait pas quand on rentre, on connaît en gros la mission, mais elle peut changer du tout au tout. La mission Jeanne d'Arc, c'est partir loin, longtemps et en équipage, avec pour la 2e année consécutive une escale à Beyrouth, signe de l'attachement de la France à la coopération en matière de défense avec le Liban. On se trouve à l'intérieur du radier du BPC Tonnerre, prêt à embarquer sur ces chalands qui se trouvent juste derrière moi, qui vont transporter les troupes et les véhicules vers la plage de Marmelten pour un exercice amphibie avec les forces armées libanaises. Nom de code, Cèdre Bleu, objectif, neutraliser un groupe de terroristes qui s'est évadé de la prison de Roumieh. À peine débarqués, ces légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie sécurisent la plage pour permettre la projection des véhicules blindés. Simultanément, le raid des commandos marines libanais est déclenché. Quelques minutes plus tard, des troupes supplémentaires sont déployées, appuyées par les hélicoptères d'attaque. Pour cette 2e édition de l'exercice Cèdre Bleu, des moyens maritimes, aériens et terrestres sont mis en œuvre pour une véritable coopération interarmée et interalliée des forces libanaises et françaises. C'est un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les 2 pays et dont le but est de développer et d'échanger les connaissances. Mission accomplie pour les forces, les objectifs adverses ont été saisis et neutralisés. Si le scénario est fictif, ce type de menace est lui bien réel. C'était une démonstration, donc forcément c'était préparé. C'est sûr qu'une menace asymétrique, c'est exactement le type de menace qu'on rencontre maintenant. Et du coup, ça a donné un côté intéressant à cette démonstration puisque ça nous permet de travailler dans tous les cas sur une menace qu'on a l'habitude de rencontrer. Dès la fin des manœuvres, le groupe Jeanne d'Arc reprend le large pour la suite de sa mission. Direction le golfe arabo-persique, l'océan Indien et la mer de Chine, avant un retour en France prévu en juillet. Et c'est sur ces belles images que l'on se quitte tout de suite. Le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Il s'appelle Roger Salem, c'est le nouveau patron des forces de sécurité intérieure par intérim. La passation de pouvoir a eu lieu il y a quelques minutes au quartier général des FSI à Beyrouth. Shara Rahi appelle tous les responsables libanais à coopérer avec le président de la République, Michel Sleiman. Dans son message de Pâques, le chef de l'église maronite appelle aussi à la formation d'un gouvernement efficace et à l'élection d'un parlement actif. Les Palestiniens commémorent aujourd'hui la journée de la terre. C'était le 30 mars 1976 quand ils furent une nouvelle fois chassés de leur terre. Des manifestations émaillées de violence se sont déroulées dans plusieurs localités arabo-israéliennes. Pour la 2e année consécutive, la mission Jeanne d'Arc de la Marine nationale fait escale à Beyrouth, l'occasion d'organiser un exercice de défense bilatérale entre les forces armées libanaises et françaises, un sujet signé Nour Hael.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Et en mon nom et au nom de toute l'équipe, joyeuse Pâques. أعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟